Comment trouver sa véritable voie professionnelle, source à la fois d'épanouissement personnel, de sens et de réussite? Je suis Jean-Marc Philippot, coach d'entrepreneurs et de profils atypiques. Dans Décalage, je vous fais rencontrer des personnes en recherche de la vie bonne pour elles-mêmes ou bien qui accompagnent autrui dans une telle recherche. Des personnes qui vous inspireront et vous feront gagner un temps précieux dans la découverte, la construction de votre propre chemin ou de votre reconversion selon vos talents, désirs et valeurs. Parce que la vie est trop courte pour tourner tel un hamster dans sa roue. Bonjour, comment faire face utilement, à titre individuel, à l'urgence écologique? En particulier quand on a des beaux diplômes et un avenir tout tracé dans le système actuel. Faut-il déserter, comme l'invitaient à faire certains jeunes diplômés récents d'AgroParisTech? Ou bien faut-il tenter de réformer ou de transformer le système de l'intérieur? Aujourd'hui, pour parler de ces questions et d'autres, j'ai le plaisir d'accueillir dans Décalage Aurélie Moi. Bonjour Aurélie. Bonjour Jean-Marc. Aurélie, tu as 27 ans, tu vis dans la Drôme et tu travailles à la redirection écologique. Tu as été notamment la fondatrice du Tiny Village dans les Côtes-d'Armor, on pourra en reparler, à Saint-Brieuc. Et personnellement, je t'ai rencontré tout à fait par hasard en visionnant une vidéo qui m'était arrivée via LinkedIn il y a de cela quelques mois, une vidéo qui s'appelait Regards croisés, quel nouveau leader pour un futur vivable, dans lequel intervenait notamment l'auteur Tanguy Descamps, et il y avait également Fabrice Bonifay, donc le directeur RSE du groupe Bouygues, et où je t'ai découvert à cette occasion-là, donc, et où essentiellement tu parlais de ton expérience et en fait de ta bifurcation, de la manière dont tu es sorti des rails, parce qu'il y en a des rails, hein, quand on a fait l'X. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, on a en commun d'avoir fait la même école, bon, à 24 ans d'écart, mais ça, on n'en parlera pas trop. Bonjour la claque, en ce qui me concerne. Et donc, voilà un petit peu l'origine, la genèse de notre rencontre et donc de cet épisode. Mais avant d'aller plus loin, j'ai beaucoup trop parlé, je vais peut-être te laisser te présenter toi-même Mmh. de la manière dont tu auras envie et qui te conviendra. Mmh. Merci. Merci pour cette introduction, merci pour cette invitation. Donc je m'appelle Aurélie Moi, comme tu l'as dit, j'ai 27 ans. J'ai grandi en région parisienne pour expliquer un peu d'où je viens. Ça marchait bien à l'école. Alors j'ai suivi un parcours scientifique, une prépa scientifique qui a bien fonctionné aussi. Je me suis retrouvée à l'école polytechnique. Et là, j'ai commencé à choisir ma voie vraiment à ce moment-là en choisissant un parcours qui s'appelle Sciences pour les défis de l'environnement. Et j'ai terminé mes études avec un master d'ingénieur environnemental. Donc j'ai commencé à me préoccuper des sujets écologiques pendant mes études supérieures. Et en parallèle de tout ça, après avoir été diplômée, je suis retournée un peu en lien avec mes racines bretonnes et j'ai concrétisé un peu mon amour pour les tiny houses, les micro-maisons en bois sur roulette en créant le Petit Village qui est à Saint-Brieuc il y a quelques années. Et entre-temps, je me suis aussi intéressée à la question des modèles économiques des entreprises et leur compatibilité ou leur incompatibilité avec les limites planétaires en créant une entreprise qui s'appelle 2122, agence de redirection écologique, à travers laquelle je travaille aussi depuis quelques années. Et puis mon parcours de vie, et notamment une rencontre amoureuse m'a fait quitter la Bretagne pour m'installer. Aujourd'hui, je vis dans la Drôme, sur un chouette lieu de vie collectif qui s'appelle le Château Pergaud. Voilà un petit peu d'où je viens, ce qui m'occupe, ce qui me préoccupe aujourd'hui. Merci. Alors, il me semble que tu es passé un peu vite sur une étape qui me paraît, moi, toujours décisive et clé. Une étape que parfois j'aide aussi, moi, en tant que coach, mes clients à franchir, hein, qui est comment est-ce que finalement on sort de la trajectoire par défaut ou de la trajectoire qui s'impose à toi ou qui paraît s'imposer à toi, hein. Mm. Je veux dire par là, tu as des beaux diplômes, tu sors de l'X, tu es courtisé par toutes sortes de boîtes qui te proposent toutes sortes de postes super
valorisant et prestigieux avec des belles trajectoires Mm. et des beaux salaires. Et souvent, ce moment de bifurcation ou cette prise de décision, c'est d'abord une prise de conscience et c'est souvent émotionnel au Mm. départ. Est-ce que tu te souviens, toi, ou est-ce que tu pourrais dire, est-ce que ça s'incarne dans un moment particulier, Mm. ce moment où voilà, tu as décidé de prendre, je ne sais pas si c'est des chemins de traverse ou tout simplement une autre voie? Mm. Bah, effectivement, moi, pendant longtemps, j'avais pas d'autres schémas, en fait, pas d'autres modèles que celui des voies tracées classiquement. Mes parents, ils ont fait toute leur carrière dans la banque et l'assurance, principalement dans des grandes entreprises. Et du coup, j'avais pas vraiment d'autres références en termes de parcours de vie professionnelle que celui-là. Et donc pendant longtemps, je me suis projetée aussi dans quelque chose comme ça, mais vraiment sans joie, sans aucun enthousiasme au fond du cœur. Et je pense que tout ça, cette remise en question, un peu cette bifurcation, je pense que elle a démarré euh, en particulier quand j'ai commencé à m'écouter vraiment. Quand j'étais notamment, j'ai fait un stage avec une ONG en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, pendant mes études, pendant 6 mois. Et à ce moment-là, donc j'étais loin de ma famille et il se passait voilà, une situation familiale un peu compliquée de séparation entre mes parents que je vivais à distance. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais incapable de nommer les émotions qui étaient présentes chez moi. Alors que je me dis, c'est quand même quelque chose qui est censé être, censé provoquer des trucs chez moi. Et vraiment, c'était la page blanche, quoi. Aucune idée, en fait, de ce que je ressentais. Et je crois que ce moment-là, ça m'a un peu choquée de me dire, je me connais si mal, quoi. Je suis incapable de poser ne serait-ce qu'un seul mot sur mon état en lien avec cette situation. Et je pense que ça a été une forme de réveil pour moi. Et du coup, que depuis ce moment-là, j'ai commencé à porter de plus en plus d'attention sur bah, mes émotions, en fait, à chaque chose du quotidien, chaque événement plus ou moins facile ou difficile à vivre, j'ai commencé à porter plus d'attention là-dessus. Après, je pense qu'il y a une autre étape. Donc je prenais encore beaucoup l'avion à ce moment-là de ma vie. Hein. J'ai fait mon master d'ingénieur environnemental, je l'ai fait en Australie. Et, euh, et c'était un milieu qui était hyper riche culturellement. Je vivais dans une maison, c'était déjà un peu une forme de vie en collectif, on était 20 dans la maison et j'étais la seule française, même la seule européenne. Et donc là-bas, je fréquentais, j'ai noué des amitiés avec des personnes qui venaient de Fidji, de Paraguay, d'Inde, de Hong Kong, du Bangladesh, du Pakistan, du Mexique. Et ça m'a aussi beaucoup ouvert l'esprit, je pense, en termes de prise de conscience que la manière dont je vivais, en fait, ce qui me paraissait être la norme, en fait, c'était juste des normes, c'était des choix et que, en fait, on pouvait vivre complètement différemment et que c'était OK aussi. Et je pense, ça m'a aussi fait prendre beaucoup de recul sur des choses que je pensais être comme des vérités établies. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste des choix de société et que c'était pas la seule manière de faire et la vraie manière de faire et qu'on pouvait faire complètement différemment. Et je pense que ces années-là à l'étranger, à côtoyer autant de diversité culturelle, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et je pense que ça a un peu préparé le terrain aux remises en question sur mes choix personnels et professionnels. Et après, concrètement, quand j'ai commencé à voir que ces sujets en lien avec l'environnement, ils résonnaient chez moi. Ça me parlait, j'avais envie de continuer dans cette voie-là. J'avais comme commencé une forme de deuil de OK, je pense que je vais pas gagner beaucoup d'argent en fait. Ce qui me fait kiffer, a priori, voilà, aller faire un stage avec une ONG, m'intéresser au sujet écologique, a priori, j'avais commencé un peu à faire le deuil des carrières où on gagne beaucoup d'argent, on a des postes à responsabilité parce que je sentais que c'est pas ça qui me faisait triper. Et après l'école, j'ai quand même, par surprise, enfin ça m'a surprise moi-même
j'ai signé un CDI. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais je suis tombée sur une boîte qui s'appelle Pure Projet, qui opère des projets de reforestation, d'agroforesterie, de conservation forestière, un peu partout dans le monde, financés par des entreprises. Et ça m'a vraiment séduit, le message porté par l'entreprise, les humains qui y travaillaient. Et donc, j'ai signé pour un CDI à Paris. Et j'étais très heureuse dans cette entreprise pendant un temps. Et à un moment, j'ai commencé à me questionner sur ce qu'on fait. Est-ce que c'est vraiment à la hauteur des enjeux? Est-ce qu'on n'est pas en train de poser un petit pansement sur une plaie béante où en fait il y a hémorragie interne? Et est-ce que ce que je fais finalement, ça fait pas aller le monde dans une direction, ou peut-être une direction inverse à celle que j'aimerais que le monde prenne? Et en parallèle, la vie à Paris devenait aussi de plus en plus difficile pour moi, et notamment en lien avec le fait que je m'écoutais, en fait, quand je prenais le vélo tous les matins au milieu des voitures, le métro, les bruits, la, la, la suractivité permanente. Ça devenait de plus en plus difficile pour moi en termes de rythme de vie. Et donc tout ça un peu synchronisé en l'espace de très peu de temps, je pense en l'espace de quelques semaines. Je me suis dit, mais en fait, je commence en fait un tout petit peu petit à petit, parce que d'abord je me disais, peut-être qu'il faudrait que je passe au 4/5e, ensuite au 3/5e, et en fait non, presque du jour au lendemain, il faut que je quitte cette entreprise, que je quitte Paris. Et à ce moment-là aussi, cette espèce d'évidence de, en fait, j'ai envie de ralentir, j'ai envie de vivre sur la mer, sur un bateau. Et donc j'ai acheté un petit voilier que j'ai appelé Polochon, que j'ai récupéré au sud de la Bretagne. Je fais le convoyage avec mon cousin, on a fait tout le tour de la Bretagne à la voile pendant une semaine pour le ramener à Saint-Brieuc, où j'avais commencé à monter le petit village en parallèle de mon travail chez Pure Projet. Donc je me suis installée sur ce bateau à Saint-Brieuc et je me suis consacrée pleinement au petit village. Et là, ça a été du coup le début de voilà, cette nouvelle vie. Et puis après est venu 21-22, l'agence de redirection écologique. En t'écoutant, je me dis que tu as fait très jeune et très rapidement. Moi, j'identifie 3 étapes et que je vois beaucoup de gens mettre des années à franchir, hein. Alors, il n'y a pas vraiment, enfin, si, il y a quand même un peu un ordre. La première, effectivement, c'est la distanciation. C'est ce que tu disais, c'est prendre conscience que les normes ou les critères selon lesquels je vis, ce sont juste des critères possibles parmi une infinité d'autres, mais que c'est pas des critères par défaut impératifs et immuables. Alors, les critères, y compris le pouvoir, le succès, la définition du succès, de la réussite ou l'argent. Donc la distanciation. La deuxième étape, c'est ça, apprendre à s'écouter. Mm. Tu te rends peut-être pas compte de la chance que tu as eu de commencer à t'écouter je sais pas, à 22 ans. Je peux te dire qu'il y en a quand même beaucoup, ils attendent 40, 45, 50 pour apprendre à le faire. En tout cas, moi, j'en rencontre pas mal. Donc, c'est savoir s'écouter et savoir nommer ce que tu ressens, parce qu'effectivement, quand on ne te l'a jamais appris, souvent, effectivement, il y a la page blanche, mais il y a s'écouter. Et puis la troisième, qui est pas. La troisième est d'autant plus difficile que tu le fais tard. Donc là pour le coup, tu as eu de la chance. C'est le deuil des carrières classiques, et en particulier du rapport à l'argent, au pouvoir et à un certain statut social. C'est-à-dire que quelque part, il me semble, c'est peut-être plus facile d'y renoncer à 20 ans qu'à 45 ans, où là, justement, tu as tous les attributs. Enfin, quand tu as bien gazé dans ta vie professionnelle, tu as tous les attributs du succès, de la réussite, le train de vie aussi, parce que le train de vie est une prison, hein. Quand tu es habitué à claquer je ne sais combien de milliers d'euros par mois, devoir y renoncer, c'est pas la même chose que si tu n'y as jamais eu accès. Ouais. Donc voilà. Mais je retrouve ces 3 points-là que je vois chez d'autres personnes, mais toi, très tôt et en condensé, en fait. Ouais. Sur le deuxième point, d'apprendre à s'écouter, c'est vrai que en tout cas pour faire le lien avec la formation aujourd'hui, en particulier dans les écoles d'ingénieurs, mais même ça commence dès l'école, c'est pas du tout présent dans l'éducation aujourd'hui. On est un peu
travailler comme des cerveaux sur pattes, où on a juste un Mmh. cerveau et la dimension du cœur, la dimension du corps, elle est complètement absente aujourd'hui du modèle d'éducation classique, et dans les écoles d'ingénieurs, les émotions, ça a pas du tout leur place. Enfin, aujourd'hui, c'est pas du tout présent. Et, euh, et du coup, ça aide pas. On est comme coupé, en fait, la tête coupée du reste du cœur, du corps. Et c'est un vrai travail, du coup, de reconnecter tout ça. Mais moi, pour l'avoir fait, ça s'est pas non plus fait du jour au lendemain, mais j'ai l'impression que autant, ouais, il y a 5-6 ans, c'était la page blanche. Autant aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler, j'aime bien dire, la petite voix qui parfois nous chuchote des trucs au creux de l'oreille, mais qu'on n'ose pas trop entendre ou à qui on fait pas beaucoup de place. Aujourd'hui, moi, cette petite voix, elle me crie aux oreilles, quoi. Je peux pas ne pas Mmh. l'écouter. Elle est vraiment présente très, 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 très fort, quoi. Et puis, par rapport à ce que tu disais, c'est une chance d'avoir remis en question cette carrière tôt. En un sens, je suis d'accord parce que effectivement, il y a moins à déconstruire. J'imagine que, en tout cas, émotionnellement, ça doit être plus difficile pour quelqu'un qui a 20 ans de carrière derrière soi de remettre en question est-ce que ce que j'ai fait pendant 20 ans, ça a vraiment du sens ou pas. Je pense que ça doit être plus difficile à gérer intérieurement. Et en même temps, on peut aussi se dire, quand on fait ces remises en question-là à 45 ans, 50 ans, après avoir déjà bien travaillé, on a aussi une certaine forme de sécurité financière. Si on a carburé dans des grosses entreprises, on a touché des gros salaires qu'on n'a pas forcément à 25 ans. Et du coup, c'est aussi une certaine prise de risque de faire ça tôt, où on a potentiellement moins de filets de sécurité, notamment financiers. Donc je pense que quel que soit l'âge en fait à laquelle on fait cette bifurcation, que ce soit très Mmh. jeune ou un petit peu plus tard dans le temps, chaque situation a ces trucs qui facilitent et ces trucs qui rendent plus Mmh. difficile. Et je sais pas en fait si c'est vraiment forcément plus facile quand on est plus jeune ou pas en fait. Je suis quand même, en t'écoutant, atterré de me rendre compte que finalement, en 30 ans, rien n'a changé de ce côté-là. Tout ce qui n'est pas rationnel, néocortex, et compagnie, Mm, n'a encore aucune place mm, dans le cursus d'une école d'ingénieur, enfin, y compris de celle qui est censée être la plus prestigieuse d'entre elles. mm, Tu disais, on est comme coupé, hein, le corps, il s'arrête à la tête. mm, On a un cerveau sur pattes, le reste, ça sert juste mm, à bouger le cerveau. mm, Et que tous les aspects de l'intelligence émotionnelle mm, sont encore une boîte noire, en tout cas au niveau du cursus. Alors, il me semble quand même qu'il y a des symptômes intéressants cette année, hein, alors pas que cette année, mais peut-être particulièrement cette année, où on en a peut-être juste plus parlé de cette année. mm, Et il y a eu plusieurs déclarations à l'occasion de remise de diplômes qui ont fait beaucoup parler d'elles. Alors, il y a eu tout mm, d'abord, je crois, dans l'ordre AgroParisTech, puis notamment l'X, et il y en a certainement eu d'autres, où de manière différente, des étudiants ont dit lors de la remise de diplôme, ben, nous, on va refuser de jouer selon les règles qu'on nous demande d'adopter. Alors, mm, ils l'ont fait de manière différente, hein. AgroParisTech, c'était beaucoup plus militant et peut-être un peu mm, extrême, puisqu'il y avait une invitation à la désertion, hein, c'était le mot mm, qui était employé par plusieurs d'entre eux. L'école polytechnique, promotion 2015 et 2016, parce qu'en plus c'était déjà des étudiants qui en fait avaient entamé leur vie professionnelle, parce qu'avec le Covid, mm. il y a eu C'est ça. des remises de diplômes qui ont été différées. Les discours à la remise des diplômes de polytechnique étaient plus posés, quelque part plus sages, mais sur le fond aussi clair, euh, Mm, voilà, disant on ne pouvait plus continuer, on ne pouvait plus continuer comme ça, que la technologie n'allait pas tout résoudre, même si en tant qu'ingénieur, c'était ce qu'on les invitait à croire, mm, qu'il fallait repenser nos modes de vie, repenser le bien commun. Enfin, donc il y a eu ces discours-là, avec notamment plusieurs approches, depuis des approches assez radicales de je déserte, je vis en marge, et peut-être que je vais en inspirer plein d'autres. mm, Ou bien je vais garder peut-être un pied dedans, un pied dehors, ou essayer de réformer le système un peu de l'intérieur. Et je me demande aussi si ce n'est pas un peu ce que tu fais, donc avec cette agence de conseil 21-22 dont tu as commencé à parler.
J'ai l'impression que c'est une question centrale là, de comment, face à l'urgence écologique, comment se positionner. Mmh. Je fuis, hein, c'est l'éloge de la fuite d'Henri Mmh. Laborie, c'est les années 70, mais c'est encore d'actualité. Je fuis, je vis en marge, je développe mon mini-écosystème dans mon coin, peut-être collectivement, mais malgré tout en marge, ou Mmh. bien je reste d'une certaine manière à l'intérieur avec l'espoir de transformer le système. Mmh. Vaste question. Mmh. J'apprends Ouais. par le bout que tu veux. Heu, Après peut-être juste pour revenir, effectivement, ces discours, ils datent pas forcément de cette année. Moi, je vois un discours qui a été identifié un peu comme, vraiment, la première pierre de ce mouvement-là, qui date de 2018, de Clément Chouane à Centrale Nantes, qui était pas aussi radical que ce qu'on a eu cette année, mais il dit je suis perdu en fait dans mon rôle d'ingénieur face à ma compréhension des enjeux du monde d'aujourd'hui. Je suis perdu et je m'écarte. Je crois que c'est ça les mots qu'il utilise dans son discours. Et ça a pas mal été identifié comme vraiment un moment précurseur de ce mouvement de secousse un peu à l'intérieur des grandes écoles. Après, il y a eu Marine Miller, une journaliste du Monde, qui a beaucoup étudié ce phénomène en cours, qui a écrit un livre qui s'appelle La révolte des jeunes élites face à l'urgence écologique. Il y a un jeune de Centrale Nantes qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Rupture, qui suit 6 jeunes dont je fais partie dans leur cheminement un peu de remise en question, de sortie des rails. Il y a le livre que tu évoquais en introduction, coordonné par Tanguy et Maxime, qui s'appelle Basculons dans un monde vivable, avec les témoignages de 30 jeunes et d'autres acteurs et actrices de la transition. Donc il y a comme une accélération et quelque chose qui sort un peu dans le monde visible, qui est de plus en plus visible, de plus en plus présent dans les médias, mais qui a démarré, je pense, depuis quelques années et qui est de plus en plus visible avec, voilà, tu parlais de AgroParisTech, le discours de cette année. Il y a eu aussi un discours à HEC, il y a eu un discours à l'X avec des trucs effectivement avec des niveaux de radicalité différents, mais globalement de plus en plus radicaux d'année en année en fait. Et après, par rapport à qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Est-ce qu'on déserte? Est-ce qu'on essaye de changer le système de l'intérieur? Est-ce qu'on fait un peu l'un, un peu l'autre? Moi, je pense que et de toute façon, le sujet est tellement complexe, la situation est tellement grave d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, qu'il n'y a pas une seule réponse à apporter. De toute façon, la réponse, il faut qu'elle soit multiforme, il faut qu'elle soit à tous les niveaux possibles. Et il n'y a pas vraiment... Aujourd'hui, pour moi, on n'a plus le temps vraiment de réfléchir à l'échelle d'un individu. Forcément, c'est est-ce que je fais ça ou ça? C'est plus difficile de faire du et, mais en tout cas à l'échelle de la société, à l'échelle de l'ensemble des jeunes diplômés, il faut du et, il faut des personnes qui essayent de faire bouger les lignes de l'intérieur, il faut des personnes qui aillent explorer des voies complètement alternatives en désertant, en bifurquant franchement. Et je pense que tant que on a, enfin ce qui compte pour moi, c'est vraiment que chacun, chacune se sente à sa place là où il est à l'instant T, quoi. Et si à l'instant T, on a l'énergie, on a l'espoir, on a la foi, on a le courage de s'attaquer aux grosses organisations, aux entreprises de l'intérieur, bah, bienvenue, faites-le à fond, quoi. Tant que vous avez l'énergie, tant que vous avez l'élan de faire ça, vraiment, c'est bienvenu et il faut faire ça. Et si à un moment, pour des raisons voilà, on perd l'espoir ou en termes de mode de vie, d'équilibre de vie, en fait, ça devient trop difficile et la seule manière qui me paraît juste à suivre aujourd'hui, c'est de quitter tout ça et d'aller recommencer à partir d'une page blanche. Bah, c'est bienvenu aussi parce qu'on a aussi besoin de ça, de créer des nouveaux récits, d'inspirer par l'exemple, par l'incarnation. Et vraiment, pour moi, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui me paraît juste à l'instant T, sachant que tout ça, c'est un cheminement et ça peut changer en l'espace d'une semaine, d'un mois, d'une année et de pas hésiter à continuer à rester en mouvement pour rester en permanence aligné avec ce en quoi je crois et ce dans quoi j'ai de l'énergie à dépenser, quoi.
en t'écoutant, je me disais que tu parlais aussi de toi en disant tout cela. C'est-à-dire que du peu que je sais de toi, j'ai l'impression que tu as aussi tu passes par une phase et puis par une autre, qu'il y a eu ou qu'il y a pour toi des phases plutôt de désertion, hein, avec tous les guillemets requis, le petit village peut-être. Aujourd'hui, le fait que tu sois parti dans la Drôme, dans un lieu collectif dont tu pourras nous reparler. D'un côté, il y a cela. Et de l'autre, il y a 21-22 que tu as créé ou co-créé, qui participe peut-être plus de la deuxième logique de réformer le système de l'intérieur. Mais Mmh. est-ce que c'est bien cela? Ouais. Ouais, tout à fait et même pour donner un exemple, concret de mon expérience personnelle, à mi-chemin entre de l'intérieur et la désertion, quand je me suis installée à Saint-Brieuc, c'était 6 mois avant les élections municipales et je me dis: «Ouais, j'arrive dans une ville de taille moyenne». J'ai une certaine réputation déjà ici parce que le petit village a connu une certaine couverture médiatique. J'ai des vraies compétences à apporter d'ingénieur environnemental. Le prochain mandat, il est quand même assez décisif d'un point de vue prise au sérieux des questions écologiques. Je vais m'engager en politique. Et donc, j'ai rejoint une liste, j'ai fait campagne et on est passé au deuxième tour et on n'a pas été élu au deuxième tour. Donc, je me suis retrouvée élue à la ville et à l'agglomération dans la minorité. Dans Et l'opposition. dans l'opposition. Et donc j'avais vraiment l'élan d'explorer cette voie-là de la politique locale pour prendre en compte les enjeux écologiques dans les territoires, quoi, pour la transition écologique des territoires. Et j'ai découvert ça de l'intérieur, comment je peux contribuer, comment je peux mettre à profit mes compétences, mon expertise, mes convictions dans ce monde-là. Et donc j'ai exploré ça pendant un temps. Et au bout de 2 ans, en fait, à la fois humainement, c'était pas épanouissant pour moi en termes de qualité des relations. Je me suis retrouvée confrontée à beaucoup de... Enfin, mon besoin d'authenticité n'était pas du tout nourri auprès des personnes que je côtoyais dans ce cadre-là. J'avais l'impression que mon énergie, elle était diluée dans plein d'énergies contradictoires. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, mais en fait, c'est pas épanouissant pour moi, j'ai une énergie limitée et je pense vraiment que c'est pas le bon endroit pour moi de la mettre. Et du coup, j'ai démissionné. Et donc ça, pour moi, c'est assez, ça vient pas mal illustrer. J'y ai cru pendant un temps, j'y suis Mm. allée à fond, j'ai essayé cette voie-là, et à un moment, j'ai désillusionné par rapport à cette voie-là. C'était plus un cadre épanouissant pour moi, et je suis partie. Et, et pareil pour mon travail chez Pure Projet, quand je vivais à Paris, j'avais l'impression que voilà, c'était des projets vertueux, et c'est des projets vertueux de planter des arbres pour séquestrer le carbone, créer des habitats pour la biodiversité et tout ça, et puis financé par ces entreprises. Et pendant un temps, je me disais, voilà, toutes ces entreprises, elles ont leur siège à Paris, donc si j'ai envie d'avoir de l'impact, il faut que je reste à Paris pour pouvoir être au plus Mm. près, pour pouvoir travailler avec elles, etc. Donc j'avais vraiment l'élan de faire ça pendant un an. Et au bout d'un moment, c'est devenu trop insupportable pour moi et je croyais plus vraiment en ce que je faisais. Et du coup, je suis partie. Je suis effectivement allée à la recherche d'un nouveau cadre de vie et c'est pour ça que je vis aujourd'hui au Château Pergaud dans la Drôme. Pendant un temps, j'avais cet élan et à un moment, c'est devenu trop difficile pour moi et du coup, je suis allée explorer ailleurs et continuer à accompagner les entreprises, mais d'une autre manière et surtout dans un cadre de vie et avec un mode de travail. Enfin, on pourra en reparler en étant indépendante ou en travaillant avec un groupe très restreint de personnes pour pouvoir prendre soin de la qualité de nos relations, etc. Et c'était aussi un peu ma manière de déserter, mais tout en continuant à essayer Mm. d'infléchir sur le système d'une manière qui me paraît juste. C'est un peu comme s'il y avait un mouvement, une respiration ou des alternances entre des recentrages sur toi-même et puis aller vers l'extérieur, aller vers l'autre, retourner dans le système, toujours avec des guillemets. Mm, Hein, et puisque peut-être que dans quelques temps, tu retourneras vers une forme d'engagement politique, mais différemment, par exemple, mm, mm, forte de tout ce qui sera passé entre les deux.
Donc Mm. là, il y a des allers-retours. Enfin, c'est soit des allers-retours, sachant qu'en ce moment même, tu peux être pour partie dans les deux logiques. La logique plus centrée sur toi-même, avec Château Pergaud, dont tu peux nous reparler, et aussi la logique de dialogue ou d'influence ou de transformation du système de l'intérieur avec 21-22. Mm. Alors, on commence par quel côté? Comme tu veux. Commençons par 21-22 et on terminera par Château Ouais, Pergaud. ça marche. Ouais, 21-22. Bah, du coup, c'est une entreprise que j'ai créée avec Vincent Rabaron il y a bientôt 3 ans, qu'on a appelée Agence de redirection écologique. Et notre intention, c'est quand on regarde le constat aujourd'hui, si on prend le prisme des règlements climatiques, le volume de nos émissions de gaz à effet de serre annuelles et puis les trajectoires qui sont préconisées par les scientifiques du GIEC pour rester dans le scénario 1,5 degré ou 2 degrés des accords de Paris, c'est radical. On se rend compte que les ajustements à la marge ne pourront pas suffire et que pour être à la hauteur des enjeux, ça doit nécessairement passer par une remise en question des modèles économiques des entreprises. Et donc c'est ça qu'on essaye de porter via 21-22. Donc la prise en compte des limites planétaires par les entreprises dans leur business model. Et donc pour ça, on passe beaucoup de temps à faire de l'éveil, de la sensibilisation, de l'acculturation aux enjeux de l'urgence écologique, en se disant de toute façon on ne pourra jamais être à la hauteur des enjeux si on n'est pas sûr déjà d'avoir bien compris quel était le problème et quelle était la hauteur de la marche pour préserver le vivant, tout simplement. Donc on passe beaucoup de temps à faire ça et puis à imaginer des modèles économiques alternatifs pour les entreprises et les aider à les déployer. Et, Donc et je en fais ça. interne, pour vous-même, tu disais c'est une entreprise 21-22, quel statut vous avez? Parce que Hmm, le changement commence par soi-même, alors comment vous ouais, fonctionnez concrètement? ouais. C'est pour ça qu'on peut dire essayer un peu de travailler de l'intérieur, mais en même temps, c'est pas complètement de l'intérieur par rapport à des camarades d'école qui travaillent chez Vinci, chez Air France, qui sont vraiment salariés de ces grosses entreprises là, vraiment de l'intérieur et qui essayent de faire infléchir les choses. Nous, on est quand même, voilà, on essaye de faire bouger ces organisations-là, mais en étant quand même plutôt à l'extérieur. Et donc, comment on fonctionne? On est 2 associés dans une SAS, Vincent et moi. Et après, personne n'est salarié, ni lui, ni moi, ni les personnes avec lesquelles on travaille. On a tous un statut d'auto-entrepreneur ou une entreprise individuelle. Et donc, ça nous permet en fait, enfin déjà, c'est un choix pour, on Oui. est une toute petite équipe. En gros, on est 5 personnes dans l'équipe de cœur. Donc, c'est un format qui convient à chacun et chacune dans la liberté que ça nous laisse. Et ça nous permet aussi d'avoir aucun coût fixe. On n'a pas de salaire à payer, on n'a pas de bureau. Vincent, il vit à Angers, moi, je vis dans la Drôme, Hervé vit dans la Meuse, un peu aux 4 coins de la France. Et du coup, ça nous permet de garder une grande liberté, notamment dans le choix des missions par rapport à certaines organisations où on a des coûts récurrents tous les mois et du coup il faut faire rentrer des missions pour pouvoir payer ces coûts-là, quitte à se désaligner un peu de notre raison d'être. Et nous, le fait d'avoir cette grande indépendance, ça nous permet vraiment de rester droit dans nos bottes et éventuellement de dire non si on est sollicité sur une mission qui n'est pas alignée avec Oui. la mission qu'on s'est donnée chez 21-22. Vous avez choisi la liberté de deux manières, hein, d'une part en gardant les coûts fixes au minimum, ce qui est la meilleure façon d'être libre, et aussi en refusant le lien de subordination, en fait, hein. Il y a pas, il Mmh. y a, il y a pas de salarié, il y a pas de, Mmh. il y a pas de, Ouais, donc il n'y a pas de lien de subordination, donc chacun reste libre ouais, de s'inclure ou pas dans telle ou ouais. telle mission. C'est ça. Ouais, exactement. Et puis on reste, voilà, en gros on est 5 dans l'équipe de cœur. Après on a un réseau de partenaires auxquels on peut faire appel quand on a besoin et vice versa. Mais on a aussi vraiment cette volonté de rester petit pour pouvoir continuer à vraiment chouchouter nos liens et chouchouter voilà, la qualité de nos relations. Et puis aussi, ce qui me parle beaucoup dans la manière dont on décide de fonctionner, c'est d'accorder une grande place justement à nos émotions.
à la fois dans nos relations interpersonnelles, on est capable de se dire dès qu'il y a quelque chose qui suscite un peu de tension, et aussi dans notre travail avec nos clients, où parfois on fait des trucs, on reste vraiment à l'écoute de est-ce que ça me paraît juste, ou en fait là je ressens un peu un malaise dans ce qu'on est en train de faire avec tel ou tel client. Vraiment on fait de la place pour ça, quoi. On le verbalise le plus tôt possible et on en tire des conclusions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que il faut qu'on travaille différemment, ou peut-être même qu'on arrête de travailler avec telle entreprise si vraiment on se sent en décalage? Et ça, c'est hyper précieux pour moi de nous laisser guider aussi par nos intuitions, par nos émotions dans notre travail, quoi. Hmm. Comment est-ce que tout ça s'articule avec donc ton nouveau lieu, ton nouveau cadre de vie, donc Mm. la Drôme déjà, et Château Pergaud? Si tu pouvais nous en dire Mm. quelques mots, mais en quoi ça consiste ou quel est le projet? Mm. Donc le Château Pergos, c'est un lieu de vie collectif et un projet agriculturel. Donc c'est intergénérationnel. On est une trentaine d'habitants, d'habitantes là-bas, dont une dizaine d'enfants. Donc une vingtaine d'adultes, une dizaine d'enfants. Donc c'est un grand château, donc on a chacun juste une petite chambre. Il y a des familles avec des enfants qui ont un petit appartement, mais sinon l'ensemble des autres espaces en dehors des chambres est partagé. Donc il y a un espace de coworking où je passe pas mal de temps à travailler, la cuisine, la buanderie, la salle à manger, tout ça qu'on partage, on fait tous les repas ensemble. Et c'est un lieu qui donc il y a une dimension agricole dans le sens où il y a un grand potager. On essaye de tendre vers une certaine forme d'autonomie ou à minima de résilience, notamment alimentaire et énergétique, et culturelle, dans le sens où on accueille très régulièrement des concerts, des spectacles, des résidences d'artistes, des stages en tout genre, Hmm. puisqu'il y a la capacité d'accueillir et du coup de faire vivre le lieu avec ça. Tu en es, si j'ai bien compris, encore au stade de la découverte, parce que ça fait seulement quelques mois que Ouais. tu es arrivé là-bas. Ouais, Hmm. exactement. Ça fait 3 4 mois D'accord. que je suis là-bas. Je me plais beaucoup. Peut-être que ça durera plus longtemps. On verra ce qui Hmm. se passe pour mon chemin de vie. Ça fait pas mal de changements de lieu, de région, de mode de vie aussi. Et quels sont tes projets, ou as-tu d'autres projets encore pour les temps à venir, les mois ou les années qui viennent? Hmm. Bah, déjà, continuer mon activité avec 21-22 tant que c'est épanouissant pour moi en termes de sens et d'un point de vue humain. Continuer aussi à m'investir au Château Pergaud sur ce lieu de vie, porter des projets pour faire vivre le lieu et continuer à m'investir dans le collectif. Et après, je contribue pas mal en ce moment et j'aimerais continuer à contribuer à un collectif qu'on a créé avec toute une bande de polytechniciens, polytechniciennes préoccupés par les sujets de l'urgence écologique, qui s'appelle X Urgence écologique, avec lesquels on porte un certain nombre de projets assez chouettes, notamment pour réveiller, accompagner, soutenir la communauté polytechnicienne, entre autres dans ces bifurcations, ou en tout cas la prise en compte de ces enjeux-là dans leurs choix professionnels et personnels. Et un autre champ que j'explore depuis un petit peu de temps et que je souhaite continuer à explorer, c'est celui de l'éco-psychologie, notamment avec une pratique qui me parle beaucoup, qui s'appelle le travail qui relie, une méthode pour accueillir et digérer nos émotions en lien avec l'état du monde pour les transformer en puissance d'action. Donc un travail qui relie, ça peut c'est un stage qui peut se vivre sous 2 3 jours. Et moi, j'en organise et je vais commencer à en animer dès cet automne. Et c'est quelque chose qui fait sens pour moi, où j'ai l'impression que ça répond à un vrai besoin chez moi, dans mon entourage et plus largement, ouais, autour de moi en ce moment, notamment avec les événements climatiques extrêmes qui se répètent et qui sont de plus en plus intenses. Je sens que
que c'est quelque chose dont le monde va avoir de plus en plus besoin. Et pour moi, c'est un peu une suite logique aussi, vu que dans mon travail avec 21-22, je passe pas mal de temps à faire prendre conscience aux gens des enjeux et de la gravité de la crise, dans l'idée de susciter aussi des émotions chez eux pour les réveiller, les inviter à passer à l'action, pour que ces émotions ne restent pas accablantes ou avec un sentiment d'impuissance. Ça fait sens pour moi de créer des espaces pour accueillir en sécurité ces émotions-là et les transformer en énergie pour le changement de cap. Donc c'est quelque chose qui m'anime pas mal en ce moment et que je souhaiterais continuer à développer pour les prochaines années. Alors, le travail qui relie, je te confirme, j'ai sans doute quelques personnes à t'envoyer pour tes prochains Avec stages. plaisir. Il faudra qu'on en reparle. Que faut-il te souhaiter pour les temps à venir? Et de continuer à être heureuse. Je sais pas. Tu as le droit à 2 mots. Alors, du bonheur. Du bonheur et puis des belles relations. Du bonheur et des belles relations. Super programme. Merci beaucoup Aurélie. Bonne route Merci à et toi. j'espère à bientôt. Merci. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. À très bientôt!